Bonjour et bienvenue dans la première émission 2025 de La Tribu Digitale 89% féminine sur les plateaux de la télé de Lyon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année et vous souhaiter tous mes bons voeux de la part de toute l'équipe de la télé de Lyon mais également de La Tribu Digitale. Aujourd'hui, nous allons parler innovation et passion et pour cela, je vais recevoir une invitée de marque. Mais avant cela, bonjour Charlène, comment vas-tu après ces fêtes ? Bonjour Nathalie, je vais très bien, merci. C'était comme d'habitude une période bien remplie. Exactement, je pense qu'en tant que maman, on est toujours bien occupé. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de l'innovation, donc oser innover dans un secteur qui nous passionne pour pouvoir créer son activité, en vivre. Et pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Yasmine. Bonjour Nathalie, bonjour Charlène, bonjour toutes les personnes et les belles personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Bonne année à tous. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de t'avoir sur ce plateau. On va rentrer donc aujourd'hui, on va parler innovation, on va parler réinvention de son métier, on va parler passion. Mais avant tout cela, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien évidemment. Alors, je suis Yasmine, maman de 2 enfants, 33 ans et fondatrice de Jasmine Cook and Cakes. J'ai quitté mon CDI en tant que marketeuse pour créer ma propre entreprise. Ça fait maintenant 3 ans. Et je crois me souvenir, en préparation de cette émission, et parce qu'on a pas mal échangé, que c'était pendant la période Covid, que cette période-là a énormément bouleversé ton mode de vie. Tout à fait. Comment elle a influencé justement le souhait de vouloir faire autre chose ? Alors, là, on va dire que le Covid a son bon côté et son mauvais côté. Voilà. Le bon, c'est qu'on était confinés, donc on se dit c'est maintenant ou jamais. Pour faire ce qu'on a envie de faire. On vit qu'une fois. Voilà, on frôle un peu la mort. Et du coup, on se dit, OK, si je ne le fais pas maintenant, à quel moment je le fais ? C'était un petit peu ça ce qui m'a poussée à créer mon entreprise. Mais j'en ai profité, j'ai gardé quand même mon emploi. J'étais beaucoup en télétravail, donc ça aide. Et je faisais un petit peu mon étude de marché pendant cette période-là. Donc c'était aussi un avantage de garder le statut de salarié et de tester, faire son étude de marché. Ça donne une certaine sécurité pour ne pas plonger directement dans l'entrepreneuriat et c'est sans regret. C'est là que j'ai vu l'engouement et le fait d'être aussi sur les réseaux sociaux, ça aide parce que je partageais tout en travaillant. Le télétravail, ça permet aussi de faire plusieurs choses en même temps. En tant que maman, je pense qu'on fait tous des mails, on gère des choses et on lance des machines et on fait tourner le lave-vaisselle. Voilà. Et du coup, moi, à côté, je pâtissais, je cuisinais et je postais. Je montrais aux gens pour ne pas s'ennuyer. En fait, on peut travailler tout en créant aussi des petites recettes sucrées, salées, des décos, etc. Et c'était plutôt les abonnés qui me poussaient à ça. Ah, on aimerait bien goûter, on aimerait bien tester, on aimerait bien. Et ça a réveillé en moi cette envie d'aller plus loin que juste partager des photos et attendre des j'aime, etc. Je me suis dit, pourquoi pas en faire mon travail et quitter le salariat. Et effectivement, pendant cette période, alors, tu me disais que ça a été une période pour toi très stressante puisque ton mari a été hospitalisé, etc., sans rentrer trop dans le détail. Mais du coup, c'était aussi à ce moment-là le fait de pâtisser, ça te mettait quelque part en transe, quoi. C'est-à-dire que tu étais calme, tu étais dans ton monde, etc. En fait, non seulement ça me déstressait, parce que voir son conjoint à l'hôpital, c'est pas évident. Je venais aussi de donner naissance à ma fille, qui avait 2 mois pendant cette période de Covid. Donc, c'est pas évident. C'était un peu mon échappatoire, la cuisine. Pendant le moment où je pâtissais, où je cuisinais, j'oubliais ces problèmes-là. Le Covid disparaissait pendant un laps de temps. Du coup, ça me faisait du bien. Et je me suis dit, pourquoi pas garder cette sensation tout le temps ? Pourquoi pas se sentir bien tout le temps ? J'étais heureuse. J'étais plus heureuse qu'en faisant des mails ou qu'en préparant des emailings ou des créas de com. Ça me faisait vibrer beaucoup plus.
Et ça faisait plaisir à mes enfants, ça faisait plaisir à plein d'internautes qui me suivaient, qui demandaient toujours plus. Du coup, ça me donnait encore plus cette envie d'aller chercher plus loin, de me dépasser, de sortir de cette zone de confort, d'apprendre plus de choses et de les partager surtout aussi. Ouais, mais c'est vrai que ça a été important pour toi, puisque finalement aujourd'hui, tu as une grande communauté qui te suit en tout cas sur Instagram, peut-être sur d'autres réseaux aussi. Je suppose que tu as aussi beaucoup de membres de ta communauté qui du coup sont devenus clients, Oui, peut-être. tout à fait. Et tu vis complètement de ton activité. Alors à l'époque, quelles ont été ces premières étapes? Donc tu disais, voilà, j'ai fait mon business plan, j'ai regardé un peu mon marché, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait en plus? Parce que pâtisser chez soi et pâtisser d'un point de vue professionnel, C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Donc, qu'est-ce que tu as fait en plus pour pouvoir justement te dire, OK, là, je suis légitime, je peux lancer mon activité et je peux innover dans un secteur qui est quand même, on va dire, assez concurrentiel. Tout à fait. Concurrentiel, très à la mode, très tendance en ce moment. Et aussi, on peut pas... Enfin, la ménagère qui fait des gâteaux à la maison, il y en a tout plein. Mais après, des vrais pâtissiers, là, c'est encore un autre level et ça demande une formation. Du coup, je me suis dit, c'est bien d'avoir un bac+6 en marketing, ça aide énormément parce que ça me permet de gérer mes réseaux sociaux, de savoir parler avec mes abonnés, mes clients aussi. Mais après, il fallait aussi techniquement, la passion c'est bien, mais après, il faut techniquement être au niveau. Et c'est là où vient mon CAP pâtisserie. Du coup, je me suis inscrite, j'ai repris les cours avec des ados, des petits jeunes. J'étais là à 30 ans, ils avaient 15 ans, 14 ans. J'étais un peu, comme ils disent, la daronne du groupe. Mais je l'assumais totalement. J'ai adoré cette aventure. Ça me faisait réveiller à 4 heures du matin. J'ai fait des stages avec des petits jeunes, comme vous dites. Ils sortaient d'école fraîchement. Moi, j'avais déjà fait mes 7 années d'université. Mais c'est totalement différent des bancs universitaires. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un métier, c'est tout un monde, la pâtisserie. Et les chefs, on peut en voir des gentils, on peut en voir des très méchants. Voilà, c'est le mot. C'est pas évident pour une femme aussi de se positionner dans un milieu très masculin. Ouais. On ne croirait pas quand on va sur les réseaux, les pâtissières, etc., ou les chefs, les grands chefs, mais c'est un milieu assez masculin, assez macho. Voilà, donc il faut s'imposer, faire sa place. Et ce diplôme-là, c'est aussi une façon de dire que je suis légitime. Je sais plus la passionnée, la maman qui a décidé de quitter son salariat pour juste faire quelques gâteaux. Non, c'est carrément une entreprise où il y a un respect d'hygiène. Donc il fallait faire aussi l'HACCP, il fallait faire une année d'études pour pouvoir passer l'examen national. En fait, c'est tout un parcours aussi, revenir à l'école. Et ça fait aussi engendrer tout l'investissement de la famille. C'est ce que j'allais te dire. Comment tu t'es organisée? Puisque du coup, tu avais 2 petits. Alors, ils sont toujours petits, mais ils sont un petit peu plus grands maintenant. Oui. Mais comment tu t'es organisée au quotidien? Parce que reprendre des études, alors déjà, quand on est plus âgé, c'est pas forcément évident. En plus, avec une charge familiale, avec 2 petits-enfants, et puis ton mari aussi qui travaillait, etc. Comment tu as fait pour t'organiser au quotidien? Et un planning différent, parce que quand on est à l'école, ça commence à 9h, à 8h30, mais quand on pâtisse, c'est plutôt 4h du matin. Donc c'est une organisation complètement différente. Et là vient aussi le soutien du conjoint. C'est là qu'on peut rien faire si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui croit en nous déjà et qui croit en nos objectifs. Parce qu'on ne se réveille pas un matin, tu sais, c'est bon, je quitte mon travail, j'ai décidé de faire autre chose. C'est cool. Ouais, ça ne se passe pas comme ça, surtout quand on est maman de 2 enfants. Je pense que si j'étais célibataire ou pas maman, c'est plus facile. On peut sauter dans le vide, on s'en fout des conséquences. Mais quand on a une responsabilité derrière, on réfléchit doublement à ce qu'on a envie de faire. Et le fait de m'avoir vu briller avant de passer cet examen et avant de me lancer dans le CAP, il savait très bien qu'en me soutenant, ça serait que du plus. Et du coup, il l'a fait. On a dû se réorganiser, qui prend les enfants à l'école, qui les ramène, etc. Et lui, avec son travail aussi, il fait pas mal de télétravail, donc on a pu gérer la matinée. Comme je finissais vers 12h-13h, donc ça va, je gérais les après-midi. Mais ça a duré pendant une année, c'était comme ça. Sachant que j'allaitais en même temps, puisque ma fille était petite. Donc j'étais là dans la voiture en train de donner le sein, ensuite aller faire mes préparations de pâtisserie. Mais c'est sans regret. Et si c'était à refaire, je le referai. Ah je comprends. Effectivement, quand c'est une passion comme ça et qu'en plus, là, tu t'es formée. Donc derrière, on va parler justement de l'innovation. Comment aujourd'hui tu fais pour te démarquer par rapport à des enseignes, par rapport à des pâtissiers qui ont quelque part pignon sur rue, en tout cas qui ont des entreprises, des boulangeries, des pâtisseries.
on va dire, de longue date, parce que c'est important aussi, finalement, si on veut pouvoir réussir, d'avoir quelque part sa marque de différenciation, sa marque personnelle et de ne pas faire comme monsieur tout le monde, enfin comme les concurrents. Donc justement, comment aujourd'hui tu te distingues par rapport à ce marché concurrentiel? C'est très drôle, on parlait hier avec mon conjoint. C'est rigolo cette question. En fait, les gens, ils n'achètent plus un objet ou une chose ou une pâtisserie. Ils achètent une sensation, une expérience. Et les réseaux sociaux m'ont permis de comprendre ça. Il y a certaines personnes qui se déplacent 1 heure. Rien que ce week-end, j'ai fait 4 heures de route. J'étais à Valence pour une pièce montée. Mais pourtant, il y a des pâtissiers à Valence. Bah oui. J'ai dû faire Chili Mazarin Valence avec tout mon matériel, ma valise de pâtissière et tout, parce que la maman a décidé que c'était moi et pas une autre personne. En fait, les gens, maintenant, ils n'achètent pas que la chose, mais ce qu'il y a derrière. La personne qui gère, comment tu elle les le fais gère, se sentir, voilà. En fait, c'est ça. Comment elle va se sentir, comment est-ce qu'elle est en sécurité. Il y a des gens qui me disent, moi j'aime bien quand c'est toi parce qu'il y a de l'amour. C'est souvent ça aussi, il y a de l'amour. On sent l'amour, on sent la tendresse, tu es impliqué, on a l'impression que tu le fais comme si c'était pour tes enfants. Et ça, je le dis aussi. Il y a des événements comme les baby showers, les naissances, les circoncisions, les mariages, etc. C'est des choses que j'aime beaucoup. Parce que j'ai vécu ça, peut-être positivement ou négativement, et du coup, je veux retransmettre cette sensation de waouh. Ouais. Soit je l'ai vécu, donc je veux transmettre la même, c'est magnifique, donc j'aimerais que la personne en face vive la même chose. Soit j'ai malheureusement pas pu faire telle ou telle chose pour mes enfants, soit pour des soucis d'organisation, de finances, etc., ou de problèmes familiaux. Et du coup, j'essaie de rendre cet événement-là waouh pour la personne. Parce que je sais à quel point c'est important quand c'est magnifique, quand c'est beau, quand ça se passe bien, quand on a de magnifiques souvenirs, quand autour la maman elle est super contente, le papa aussi, les enfants ils sont émerveillés, soit par rapport à la déco ou gâteau. En fait, ça devient plus un gâteau ou une prestation, ça devient un souvenir. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, ça crée un souvenir mémorable et on se dit waouh pour, je sais pas, mon baptême. Voilà. Enfin, on est petit pour le baptême, mais les parents pour le baptême de mon enfant. Waouh, en fait, voilà. Il y a eu une sensation positive, j'ai passé un très bon moment, j'ai pu partager avec mes proches, j'ai pu partager aussi un moment de convivialité parce qu'on le sait, pour nous les Français, manger, c'est quand même essentiel et d'autant plus dès que c'est un petit peu sucré parce qu'on a aussi cette habitude de lorsqu'on était jeune. Ben, en fait, tiens, t'as un petit bout de gâteau, t'as un petit bout de bonbons, etc. Quand tu t'es bien comporté en récompense et tout ça. Donc, on a aussi on a un peu cette éducation aussi de se dire une petite douceur, voilà, on se récompense, ça fait toujours plaisir. C'est réconfortant. Bon, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est jamais évident quand on a eu une période de salariat. Et toi, tu as quand même eu une période importante, cette année, je crois, de mémoire, de salariat. Quels ont été les principaux défis que tu as pu rencontrer? Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est comment tu les as dépassés, comment tu les as analysés, trouver des solutions et dépasser pour finalement être plus à l'aise aujourd'hui dans ton entreprise. Alors, sauter le pas, le premier handicap, c'est plutôt la sécurité, que ce soit au niveau familial ou professionnel. Tout le monde dit « Ah oui, mais tu es folle, hein !» Personne ne dit « Bravo !» Il y a là. En Amérique, on te dirait génial. Oui, en France, on te dit mais ça va pas. Mais t'es folle. Les gens, ils cherchent du travail. C'est ça. Mais t'avais un CDI. Mais ça va pas de quitter ton CDI. Les gens cherchent du travail. Mais le banquier va jamais te suivre. Mais ceci, en fait, on regarde que la partie négative. Malheureusement, on n'a pas cette logique, cet esprit d'entreprendre comme au States ou comme en Australie, etc. La France a toujours été CDI, c'est une image. Ouais. Enfant, famille, enfant, voiture, maison, CDI. Voilà, c'est un schéma qu'il faut respecter. C'est la vie parfaite. Voilà, un petit chien ou un chat, dès qu'on sort de cette formule, ça va pas, il y a un souci. Après, il y a un vrai dans cette partie-là et un faux. Le vrai, par exemple, exemple bête, quand on veut faire un crédit, être entrepreneur n'est pas intéressant. Donc, il faut être intelligent aussi. Personnellement, on a acheté avant que je me lance, par exemple. Ben oui, ce qui est, en fait, dans l'absolu, ce qui est complètement, c'est complètement ubuesque parce que on peut être salarié et puis perdre son emploi et on a fait un crédit. Et si on prend son crédit en étant salarié et que 6 mois après,
on se lance dans Ça l'entrepreneuriat, pose pas de problème. ça pose pas de problème. Mais par contre, Je si on confirme. prend le crédit après s'être lancé, ça pose un problème, alors qu'en fait, on est dans la même situation. Il n'y a pas de logique. Et on génère aussi un CA et des bénéfices. Donc, l'un dans l'autre. Et si on achète, c'est qu'on a les moyens, qu'on C'est soit salarié ou pas. Mais malheureusement, eux, ils regardent des chiffres. Et le fait d'être salarié, ça, ce qui est égal à la sécurité. Voilà. Malheureusement. Alors qu'on peut aussi, ça fait 3 ans que je me suis lancée, ça fait 3 ans que je n'ai pas de problème, entre parenthèses, financier à ce niveau-là. Après, il y a aussi la pression sociétale. On a tout le monde à côté qui vous dit « Ah, mais tu as fait bac plus 6 et tu abandonnes tout ça pour juste faire tourner la cocotte et faire de la pâtisserie. » Ben oui, ben voilà, oui. Mais à côté, on ne voit pas qu'il faut des stratégies. Il faut des stratégies de com pour vendre. Il faut... je ne dis pas qu'il faut maîtriser plusieurs langues, mais quand on a plusieurs clients, j'ai déjà eu des clients qui parlaient que anglais, des franco-portugais, des mariages que j'ai gérés. Il fallait quand même connaître un petit peu certains pays, être à l'aise à l'oral en anglais, pouvoir faire un devis aussi dans d'autres langues. Donc c'est là où on se dit, ben, les études, ça sert. Mais on peut les utiliser autrement, Exactement. pas forcément juste dans le salariat. Je peux utiliser mes compétences, mais dans ma propre entreprise. Je ne suis pas obligée de les mettre au service de quelqu'un d'autre. Je commence déjà par les mettre à mon propre service. C'est déjà pas mal. C'est déjà super, déjà. Et ensuite, on verra pour le reste. Après, il y a aussi les gens qui vous disent, oui, tu es entrepreneur, mais franchement, un jour, tu as un salaire grand, un jour, tu n'as pas de salaire. Mais c'est comme aussi un pâtissier qui a pignon sur rue. Il y a des périodes où ils font leurs chiffres. Noël, l'Épiphanie, Nouvel An. C'est les chocolatiers, Saint-Valentin, c'est là où on fait le chiffre de l'année. On ne travaille pas toute l'année. J'ai déjà fait mes stages dans différents styles de pâtisserie, haute gamme, moyenne, celle de boulangerie de quartier. Et ben, je peux vous dire que tous les jours, on ne fait pas un gros chiffre. On fait un gros chiffre pendant des périodes. C'est pour ça qu'on appelle la haute saison et la basse saison. Dans l'entrepreneuriat, par exemple, moi, à partir de mars jusqu'à août, bah, c'est la haute saison, c'est là où je travaille énormément parce qu'il y a beaucoup de mariages, etc. Et quand on génère beaucoup de bénéfices, bah, on l'étale sur l'année, on le lisse sur l'année. Janvier, là, c'est creux. Ça commence à monter un petit peu, fin janvier. Il y a un peu l'épiphanie aussi. Mais après, c'est février, mars, avril, on commence aussi avec les mariages. Et ça, la saison redémarre. Mariage, baptême, etc. Voilà, naissance, etc. Mais le plus gros chiffre, c'est plutôt l'été. Et après, on le lisse sur l'année. Mais les gens, ils ne voient pas ça comme ça. Parce que pour eux, pour être bien, il faut avoir une sécurité au niveau du salaire. Tout est rattaché à ce salaire-là. Mais on peut, comme tu l'as dit Nathalie, eh ben, perdre son emploi parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a Covid, il y a des licenciements. L'entreprise a fermé, par exemple. Les entreprises ne peuvent pas. Eh ben, c'est quoi le plan B? C'est ça. L'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est que revenir en arrière, ça se peut. Mais dans l'autre sens, non. Si on n'a pas une compétence, une passion ou quelque chose qu'on aime, si on n'a plus d'emploi pour X ou Y raison, on ne peut pas devenir quelque chose. Si on ne l'est pas, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais dans l'autre sens, si on a une passion, si demain il se passe quelque chose, on peut revenir dans le salariat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si jamais toi, par exemple, demain, ça ne fonctionnait plus, tu peux très bien dire, je reprends un poste en marketing. Ok, ça ne sera pas passionnant, mais j'ai les compétences de le faire. Mais dans l'autre sens, c'est pas plutôt évident. Après, entre parenthèses, ce qui m'a aidée moi en tant que femme, parce qu'on a aussi beaucoup de pression en tant que femme, parce qu'on est maman. Les papas aussi ont un rôle, mais la maman, c'est toujours plus. Il y a un cran de plus. C'est que mon mari travaille, il est en CDI. Donc, je disais, comme je l'ai dit avant, quand on a fait l'entretien, c'est un parachute. Donc, je saute, mais je sais très bien que j'ai une bouée de sauvetage. S'il y a quoi que ce soit, si demain, je ne sais pas, le mois prochain, il n'y a pas de bénéfice, ce qui est rare, voire inexistant depuis que j'ai commencé, on va dire qu'il n'y a rien. Je sais qu'il y a mon mari derrière qui peut assurer. Oui, puis en fait, aussi, au fur et à mesure, tu mets de l'argent de côté aussi. Donc, même si tu as une période où c'est un petit peu plus creux, tu vas l'épuiser dans l'argent de côté. Parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu fais un gros chiffre que tu es obligé de dépenser tout sur le mois qui arrive. Tu peux justement te dire, j'ai fait un gros chiffre, donc de toute façon, pour vivre, j'ai besoin de temps. Et puis le reste, je le mets de côté. Ça servira soit à un moment donné pour se faire plaisir, vacances ou autre, soit si j'ai justement une période difficile, ça me permettra en fait de passer tranquillement cette période sans me mettre la rate au courbouillon. Et le plus dans ce changement professionnel, c'est mes enfants. Donc on dit souvent on met en point négatif l'argent, mais on oublie ce qui est aussi très important, c'est la présence. Ouais, ça c'est essentiel. Voilà. Et ça on l'oublie. La présence, moi je suis plus présente. Je les emmène le matin à l'école. À midi, ils ne mangent pas à la cantine, ils mangent à la maison. Je passe du temps avec eux. Je sais ce qu'ils ont fait le matin.
L'après-midi, je les cherche. C'est moi qui fais les activités extrascolaires. Et c'est là qu'on se dit, je ne suis plus la maman qui arrive à 19h30 quand tout est fermé. Ouais. Je ne connaissais même pas les professeurs de mes enfants. C'est ce que j'allais te dire. Là, les maîtresses me connaissent. Ah, oui. Alors qu'avant, vous êtes qui, madame? Vous allez chercher qui? Oui, tout à fait. Ou alors, j'appelle toujours pour dire je suis dans les bouchons. Une réunion qui s'éternise, je suis censée finir à 18-19, mais après, quand il y a une réunion qui s'éternise, je ne peux pas dire, je sais pas. Ouais. Souvent, en plus, les N+2, N+1, c'est des hommes. Donc, leur dire que je vais juste chercher ma fille à la crèche, c'est un peu compliqué. C'est pas très bien vu. Enfin, dans certaines entreprises, oui, mais là où j'étais, c'était pas... Voilà. C'était genre, oui, mais... C'est pas prioritaire. Voilà. Et c'est vrai que ça, alors moi j'ai des enfants beaucoup plus grands, puisque j'ai mon premier qui est parti cette année faire ses études, donc à 5 heures de route de Lyon. Ouais, je pleure tout le temps, comme ça au moins, il rentre à la maison, je pleure, il part de la maison, je pleure. Comme ça, c'est réglé. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis, en fait, le temps qui est passé, on ne le rattrape pas. L'argent, on peut toujours se refaire de l'argent, même si parfois ça peut être assez anxiogène, on peut refaire de l'argent. Le temps passé, une fois qu'il est passé, il est passé. Et si on n'a pas construit une relation avec ses enfants, c'est pas à 18 ans, quand ils vont commencer à faire leurs études, à partir, etc., qu'on va pouvoir créer cette relation. C'est pour ça que je dis, c'est sans regret. C'est un choix que j'ai fait, même si, comme tu dis, financièrement, des fois, c'est fluctuant. Mais après, quand on le lisse, ça se passe bien. Le plus important, c'est plutôt d'être heureux, de passer du temps avec ses enfants, de pouvoir leur permettre de faire certaines choses. Si je suis absente et que je ne vois pas du tout ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils font à l'école. En plus, c'est stressant. Parce que quand j'étais salariée, par exemple, quand je rentrais, notre relation se résumait à brosse tes dents, mange, mets ton pyjama, va dormir. C'est que des directives. Je ne prends pas le temps, parce que je ne l'ai pas, ce temps. Oui, donc c'est toujours dans le speed. Et s'ils ne le font pas tout de suite, on va s'énerver. Voilà. S'ils ne le font pas, tout le stress de la journée, c'est les enfants qui l'absorbent. Du coup, ça fait vraiment une maman méchante. Maman, elle fait que crier. Maman... Et ce n'est pas vraiment le titre que j'avais envie de garder sur le long terme. Oui. Voilà. Je comprends. Alors, avec le recul, là maintenant, ça fait quand même plusieurs années que tu as créé ton activité. Est-ce qu'il y a une erreur ou un obstacle qui t'a permis vraiment d'apprendre et finalement d'être plus sereine aujourd'hui? Des erreurs, non, je dirais des leçons de vie, parce que je parle toujours du principe qu'il faut positiver tout ce qui se passe. Quand on commence, on fait toujours des erreurs. Voilà, donc on apprend tout le temps. Et c'est bien parce qu'on ne paye pas, on apprend de ses erreurs. Ça fait pas cher la formation. On s'associe à des prestataires différents, parce que comme je fais des événements plus ou moins grands, depuis que j'ai commencé, ça a commencé petit, par des petits anniversaires, et puis maintenant je fais jusqu'à 200, 250 personnes d'événements d'entreprise. Donc forcément, je prends aussi des prestataires externes avec qui je travaille. Et c'est là qu'on commence à apprendre que les gens n'ont pas forcément la même vision que nous, qu'ils n'ont pas la même vision aussi du gagnant-gagnant. Du travail aussi. Du travail, de l'acharnement, etc. Personne ne s'inquiète pour son business que soi-même. Les gens, ils ne vont pas se casser la tête. Tant qu'ils ont vendu leur prestat ou leur marchandise, après, ils s'en foutent comment ça se passe derrière et c'est bien dommage. Et c'est là qu'on s'allie avec des gens où il y a des pertes. On met de l'argent, on met des billets. Ce n'est pas forcément les bonnes personnes, donc on perd. Mais ça permet d'apprendre et demain de rectifier son tir et de faire différemment. Et pas forcément... Mais ça se passe tout le temps. C'est clair. Surtout quand on ne peut pas tout faire seul, donc on est obligé de déléguer parfois, que ce soit pour du matériel ou pour de la déco, etc. Pour des lieux, carrément. J'ai aussi des soucis à ce niveau-là. J'ai loué un lieu et on m'a donné un autre. Génial. Voilà. Top. J'ai payé pour un lieu A et je me retrouve avec un lieu B, c'est comme ça, pas autrement. Mais c'est le jour J, donc je ne peux rien faire. Oui. Voilà. C'est des choses qui se passent quand on commence et après on apprend. Donc, contrat, signature. Il faut après bien cadrer la chose pour ne pas se retrouver dans ce style de situation et imposer ses règles, surtout. Oui, c'est ça. Merci de ton partage. Effectivement, c'est vrai que lorsqu'on est entrepreneur, on fait plein d'erreurs, mais c'est ce qui nous permet aussi d'apprendre, de grandir et puis d'aller plus loin parce qu'on apprend de ses erreurs. On dit, là, c'était pas top, donc la prochaine fois, je vais faire différemment. Et ça nous permet de nous améliorer. Oui, chaque année plus. Merci beaucoup. En tout cas, on sent la passion, on sent que tu es à fond. Une dernière petite question. Si tu devais résumer ton aventure entrepreneuriale en une seule phrase, quelle serait-elle? Waouh, ça va faire rire plus d'un. Je dirais que c'est une aventure orgasmique. Voilà, ça va parler à pas mal de personnes. Ça, c'était pour la partie fun, mais je dirais que je ne changerais rien. Parce que c'est ce qui me donne l'envie de me réveiller chaque matin avec la banane.
malgré le génial. stress qui vient avec. Génial. Et merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Merci. On va passer à notre chronique du jour avec Charlène et notamment ses conseils pour pouvoir se lancer, innover et surtout se démarquer dans des secteurs qui peuvent être concurrentiels. Tout d'abord, Jasmine, je te remercie beaucoup pour ton partage et cela nous montre à quel point rien n'est impossible. Ça nous montre aussi qu'innover, se démarquer dans un domaine n'est pas impossible, mais il faut faire preuve de curiosité, de persévérance, d'ouverture aux autres, mais aussi de tolérance envers soi-même. Et alors, on peut réaliser ses projets, même les plus fous. Bon, comme vous le savez, on va vous donner les 5 conseils. Alors, le premier, développer une identité forte, donc créer une marque personnelle unique et fondamentale. Que ce soit le nom de votre entreprise qui reflètera votre univers, votre logo et design, ce sont les premiers éléments visuels qui véhiculeront votre identité aux potentiels futurs clients. Et on n'oublie surtout pas de raconter son histoire. C'est ce qui fera ressortir vos valeurs, vos compétences et surtout le pourquoi vous en êtes là, ce qui vous motive. Il faut vous distinguer. Mais attention au revers de la médaille, faire une charte graphique, c'est important, oui. Mais ne faites pas de la procrastination active. Eh oui, on ne passe pas des mois et des années. Exactement, parce qu'après on évite les autres tâches qui ont une forte valeur ajoutée. Soyez ouverts aux opportunités et restez flexible. Réinventer son métier ne se fait pas toujours de manière linéaire. Il est essentiel d'être flexible, de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Votre domaine peut évoluer ou vous pouvez découvrir une nouvelle passion au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Donc restez ouverts au changement et adaptez-vous aux nouvelles tendances et aux besoins du marché. Cela peut signifier se réorienter légèrement pour allier ce que vous aimez et ce que vous savez faire. Le troisième conseil, acquérir de nouvelles compétences. Réinventer son métier n'est pas chose simple. Cela implique d'apprendre de nouvelles compétences ou d'approfondir celles existantes. Si ta passion demande des compétences spécifiques et que tu n'as pas encore investi dans des formations ou certifications, c'est le moment. Et par exemple, tout à fait, comme on a pu l'entendre pour Jasmine, étant passionnée de pâtisserie, elle a suivi une formation pour approfondir ses connaissances et se spécifier dans ce domaine. Apprendre les techniques ne s'improvise pas. Cela te permettra de proposer une approche plus complète et intégrée à tes clients. Ensuite, il faut bien évidemment, 4e conseil, s'entourer des bonnes personnes. L'innovation, c'est souvent nourri d'échanges avec d'autres esprits créatifs. S'entourer de personnes dans le même domaine ou des domaines proches est primordial. Que ce soit des collaborations, des discussions ou même des critiques constructives, cela peut ouvrir de nouvelles perspectives. N'hésitez pas à rejoindre des communautés en ligne ou à participer à des événements. Cela vous aidera à nourrir votre créativité et élargir votre vision. Le 5e conseil, accepter l'échec comme une étape vers l'innovation. Et oui, on n'en parle pas souvent, mais innover nécessite souvent de prendre des risques. Et parfois, cela peut impliquer de faire face à un échec. Ce n'est pas la fin du monde. Acceptez-les comme des étapes normales du processus plutôt que de les voir comme des obstacles. Par exemple, quand un enfant il apprend à marcher, il tombe et il recommence. 2000 fois en moyenne quand même. Merci Nathalie pour ce chiffre. Donc il tombe 2000 fois et pourtant il continue. Sinon personne ne marcherait. Je rebondis vite fait par rapport à ce point-là. Par exemple, le CAP, moi je l'ai raté la première fois. Jasmine, merci pour l'exemple. Ça n'empêche pas de refaire. Exactement. Et de le réussir. Voilà, exactement. Donc comme on le disait, l'échec n'est pas une fin en soi. Pas du tout. Voilà, il faut le considérer comme l'occasion d'apprendre et d'affiner vos idées. Il n'y a qu'en persévérant que vous serez en mesure de vous adapter pour résoudre les problèmes rencontrés et de vous améliorer dans votre domaine d'activité. La réinvention d'un métier prend du temps. Il est donc important de rester patient et de persévérer, même lorsque les résultats escomptés ne sont pas immédiats. L'innovation ne survient pas du premier coup, mais à force de travailler sur vos idées et de les affiner, vous finirez par créer quelque chose d'unique et d'inspirant. Et comme toujours, nous allons finir notre chronique sur une petite citation, cette fois-ci de Albert Einstein. Je pense que tout le monde le connaît, je ne présente pas. Ça devrait aller. L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, alors que l'imagination embrasse l'univers entier. Tout à fait. Waouh, merci beaucoup pour ces conseils qui, je pense, vont aider peut-être celles et ceux qui se disent est-ce que je peux travailler différemment, est-ce que je peux créer mon activité dans un domaine finalement innovant ou en tout cas dans un domaine plus particulier, plus
normale, enfin qu'on connaît mieux plutôt, mais avec de l'innovation pour pouvoir se démarquer, parce que si effectivement on fait la même chose que nos concurrents, ben pourquoi les clients viendraient chez nous plutôt que chez les concurrents? En tout cas, je valide toutes les lignes que Charlène vient de dire. Pour Merci, avoir Jocelyne. testé toutes ces techniques. Sauver Charlène. C'est très important aussi d'être sincère. Oui, Parce tout à que fait. c'est ce qui remet aussi la ligne de storytelling. Il faut dire la vérité. Exactement. C'est pas rose tout le temps. Non. C'est pas beau tout le temps. Tout à fait. C'est pas waouh. C'est pas parce qu'on quitte son salariat qu'on va devenir riche. Mais il faut avoir un bon mindset dans ce sens-là. Je vais réussir ou je vais réussir. Il n'y a pas d'autre option. C'est réussir ou réussir. Après, l'échec n'est pas une fatalité. Non, il suffit d'en faire un avantage. Tout à fait. Eh ben merci beaucoup en tout cas, sujet passionnant pour débuter ce début d'année. Merci d'être venu jusqu'à nous sur les plateaux de la télé Lyon. Merci Charlène, comme d'habitude, une rubrique avec beaucoup de conseils très intéressants. Avec plaisir. Merci aussi à tous nos auditeurs et nos auditrices. On reprend donc cette nouvelle année 2025 en fanfare. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on traite des thèmes particuliers sur cette nouvelle année sur l'email émission@la-tribu-digital.fr. Nous serons ravis de revenir vers vous avec Charlène. Et puis bien sûr, vous pouvez commenter l'émission sur la chaîne YouTube de la télé Lyon, sur la page Facebook ou encore sur leur site internet. Encore à toutes et à tous une très très belle année 2025 et puis on se retrouve le mois prochain tout simplement pour une nouvelle émission. À bientôt.